Tu m'entends moi? Ouais. Tu vois la salle? J'essaie de tourner l'ordinateur. On va très bien. Ouais, bien, enfin, il y a un contre-jour, mais... Ah, moi je peux pas faire grand chose. C'est pas grave, c'est pas grave. On essaie de fermer les derniers rideaux. C'est pas grave, pour moi c'est pas grave. Bon bah voilà, parfait. Mathilde commence à introduire, je dis 2-3 petits mots, puis je t'introduis. Alors, juste avant de commencer, je vous informe que sur le côté, vous avez une très belle littérature qui, pour la plupart, est à disposition gratuitement. Vous avez notamment des ouvrages qui parlent d'Ayn Rand. Je vous encourage vivement à lire parce que ça peut littéralement changer votre vie. Et là, on va passer à un sujet très intéressant qui s'appelle « Propriété de soi, faut-il protéger les personnes d'elles-mêmes ?» J'appelle donc Christophe Seltzer, directeur régional de Students for Liberty, qui va échanger avec Gaspard Koenig. Merci Mathilde. Alors, je vous présente Gaspard quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc un philosophe de cette maison d'ailleurs, infatigable combattant pour la liberté. J'en profite pour indiquer que les PUF sont présentes ici et offre pour le coup à la vente 2 ouvrages. Le dernier ouvrage issu des chroniques de Gaspard dans Le Point, un philosophe au pays des libertés, et La famille par contrat, et on aura d'ailleurs son auteur un peu plus tard dans l'après-midi. Donc voilà, Gaspard, la question qu'on se pose, et surtout après les premières interventions et débats du matin, on a parlé de travail sexuel, on a parlé de drogue et de féminisme, est-ce qu'il faut protéger les personnes contre elles-mêmes ? Bon, merci, je suis désolé, c'est toujours un peu bizarre de faire ça par vidéoconférence. Enfin, du mieux qui est possible. Je vais surtout vous parler de propriété de soi, puis vous en tirerez les conclusions qui vont bien sur le deuxième membre de la question. On m'entend là ou pas? Oui, très bien. Bon, d'accord. J'espère d'ailleurs que vous n'allez pas trop lire les ouvrages de Ayn Rand, que personnellement je trouve extrêmement mauvais, à la fois sur le style et sur le fond. Donc on peut être quand même libéral, libertarien, si vous voulez, en étant un peu plus subtil que ça. Et donc je vous invite à ne pas être trop extrémiste dans votre propre démarche. Bref, donc j'aimerais parler de propriété de soi. Pourquoi? Parce que c'est un thème qu'on a rencontré dans beaucoup à mesure qu'on publie des rapports en Génération Libre, qu'on s'engage dans des débats, etc. C'est un thème qu'on a beaucoup rencontré, qui est un sous-jacent de beaucoup de débats, que ce soit sur les data, sur la GPA, sur beaucoup de choses. Et c'est un thème sur lequel je vais m'investir, moi, de manière plus académique dans les 3 ans qui viennent, pour produire quelque chose de plus profond, de plus scientifique. Donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment une ébauche à prendre avec beaucoup de pincettes. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça me semble être un très grand sujet pour le XXIe siècle, dans la mesure où c'était une question assez théorique jusqu'à présent, mais où maintenant on extrait du soi énormément de choses qui sont ensuite d'ailleurs objets de commerce, donc que ce soit des data ou que ce soit des cellules, avec l'émergence à la fois du numérique et des biotech. La question de savoir à qui appartient tout ça va devenir une question éminemment politique et un enjeu crucial, à mon sens, pour que l'individu reprenne le contrôle de lui-même à l'ère du réseau. Bon. Alors, et cette notion, comme vous le savez, c'est une notion qui est très présente chez les libertariens, mais qui est souvent considérée comme un donné, le self-ownership. Voilà, Rothbard va à peu près jusqu'à parler de droit naturel, ce qui est totalement ringard de dire ça dans les années 80. Et donc voilà, c'est un donné, puis à partir de ça, on découle un système. Et donc là, à partir de là, c'est facile, c'est un système qui est fondé sur les droits de propriété et sur le contrat. Mais enfin, il manque quand même à cette notion très complexe tout l'appareil des sciences humaines. Et elle a été analysée par petits bouts, politiquement, au point de vue de la bioéthique, etc. Mais il manque quelque chose de plus complet, me semble-t-il. Donc, pour vous dire quelques linéaments sur ce que j'ai envie de faire sur ce thème et les différents problèmes qui se posent et sans avoir encore l'intention d'y répondre totalement. D'abord, le droit de propriété, je pense que dans cette salle, vous ne convaincrez pas que c'est quelque chose auquel on peut toujours croire. Il y a des pages de Proudhon qui sont très belles à ce sujet, dans sa théorie de la propriété qui a été publiée à titre posthume. En fait, Proudhon, loin de dire la propriété c'est le vol, il dit tout l'inverse, il dit que la propriété c'est la plus grande force révolutionnaire qui existe, parce que c'est ce qui vous permet de faire toujours contrepoids à la puissance centrale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, État ou entreprise. Et donc,
je cite Proudhon, pour que le citoyen soit libre, il faut que sa personnalité s'appuie sur une portion de matière qu'il possède en toute souveraineté. Autrement dit, ce n'est pas suffisant d'avoir simplement des droits formels, il faut encore que ces droits se matérialisent dans un espace, dans notre espace, qui est aussi un espace matériel, qui va se traduire sous forme de bien. Et la deuxième chose que je retiens de Proudhon, c'est qu'il insiste sur le fait que le droit de propriété, c'est l'usus fructus, certes, mais c'est aussi l'abusus. Et c'est la possibilité de détruire, la possibilité de mal utiliser sa propriété. Pourquoi, écrit-il, ne serait-il pas permis à celui-ci, à tel propriétaire, de cultiver la ronce, le chardon ou l'épine? Autrement dit, de ne pas faire de son champ un usage productif. L'abus de la propriété est le prix dont vous payez ses inventions et ses efforts. Avec le temps, elle se corrigera. Laissez faire. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, et on recevra Glenn Weil dans cette même salle dans quelques semaines, il y a des gens qui justement considèrent qu'il faut renoncer à la propriété privée au nom du marché, parce qu'elle laisse un espace à l'improductif, possibilité de cultiver la ronce, le chardon et l'épine. Et que donc il est d'autant plus important de choisir son camp quelque part entre marché et propriété. Et voilà. Donc, aujourd'hui, après avoir dit ces généralités sur la propriété, aujourd'hui il y a un domaine d'où le droit de propriété est exclu, et ce domaine, c'est soi-même. Vous le savez, en droit français, le corps n'est pas patrimonial, la personne est indisponible. Le Code civil précise que les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, ces éléments, ces produits sont nuls. On peut remonter à peu près jusqu'au droit romain. Et par ailleurs, ça ne s'applique pas qu'à la France, ça s'applique au moins à tout l'Occident. Je ne connais pas encore très bien pour le reste, mais je vais devoir aller regarder. Aux États-Unis, vous aviez eu un procès célèbre dans les années 80 qui avait conclu à la non-propriété de soi. Ce procès, celui de John Moore, je ne sais pas si vous connaissez. Donc l'affaire John Moore contre Regents of the University of California, qui avait été tranchée par la Cour suprême de Californie. C'est une histoire assez fascinante, puisque John Moore était atteint d'une leucémie. Un patient, dans les années 80, on lui retire la rate. Son chirurgien remarque que ses cellules sanguines produisent une certaine protéine qui stimule les globules blancs et qui a une énorme valeur, qui est très rare. Et donc, sur la table d'opération, un peu en douce, il lui prélève moelle épinière, sang et sperme. Je ne sais pas comment il a réussi à prélever du sperme sans se faire prendre, mais bon. Et avec tout ça, il fait à partir de ces cellules une lignée cellulaire, il dépose un brevet dessus, et il le vend ensuite au Genetics Institute pour $300 000, ce qui à l'époque était vraiment une grande somme. Et quand John Moore, qui survit, se rend compte que ces cellules ont été, disons, empruntées, manipulées, puis vendues, il dit qu'il faut bien qu'il en touche une petite partie. Après tout, c'est ces cellules qu'il a produit la matière première. Vous voyez que c'est un problème extrêmement proche de celui qu'on a sur les data aujourd'hui. Et alors, donc s'ensuit une longue jurisprudence, on ne passe les détails, mais qui est assez amusante intellectuellement, avec des renversements qui finissent, et la Cour suprême de Californie finit par trancher au bout de 8 ans que non, ces cellules ne lui appartiennent pas. Ces cellules ne lui appartiennent pas, donc il peut être dédommagé parce qu'il n'a pas été mis au courant de ce qu'on allait lui faire, dommages et intérêts moraux, mais en revanche, il ne saurait y avoir de logique patrimoniale. D'abord parce que ces cellules ne sont pas à son image, qu'elles sont partagées par l'ensemble de l'humanité. Et ça, pour ceux qui sont contre le droit de propriété intellectuelle, vous retrouvez un peu le même sujet. Que par ailleurs, l'effort d'invention des médecins est couvert, lui, par le droit de propriété intellectuelle, de même qu'aujourd'hui, les databases rassemblés par les géants de l'Internet sont eux couverts par le droit de propriété intellectuelle, mais pas la matière première, c'est la data où, en ce cas, c'est vu. Et puis, vous avez aussi un membre de la Cour suprême qui est là, au cœur de notre sujet, qui explique que donner un droit de propriété sur soi, ça serait confondre le sacré et le profane, alors que l'humain ne peut pas être considéré comme une commodity. Et donc ça pose à peu près toutes les grandes questions sur ce sujet, qui a des conséquences pratiques énormes. Alors bon, je vous ai passé un peu la partie amusante, mais ça fait qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de louer son corps, de le vendre, de le maltraiter, voire de le définir, on n'a pas le droit de le supprimer, on n'a pas le droit de la cryogénisation, et tout ça sur la base du fait qu'on ne s'appartient pas à soi. Alors ce principe vient de loin, ce principe de non-appartenance de soi à soi, et il faudra faire des recherches plus approfondies, mais on trouve quand même ça assez clairement expliqué
dans le Nouveau Testament, dans toute la tradition judéo-chrétienne. Et le texte le plus explicite sur le sujet, c'est le texte de saint Paul, la première épître aux Corinthiens, chapitre 6 sur la prostitution. Et il s'agit pour saint Paul de justifier l'interdiction de la prostitution. Mais un très intéressant qui passe par une troisième personne pour interdire la prostitution. Il ne dit pas la prostitution c'est immoral. Il dit en fait, notre corps n'est pas notre corps, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Qu'il réaffirme le contrôle d'abord de Dieu sur notre corps, et le fait que Dieu est, si vous voulez, immiscé en nous, et qu'il a le pouvoir ainsi de le détruire et de recréer le corps, notamment dans la résurrection. Tout ça pour en arriver à condamner la prostitution en disant, puisque votre corps, vos membres sont aussi membres du Christ, comment osez-vous les mêler, dit-il, à celui d'une prostituée? Donc vous voyez, c'est fascinant, c'est parce que mon corps appartient au Christ, voire même parce qu'il est le Christ, que je ne peux pas l'unir à quelque chose qui est considéré comme un lit. Alors le mieux reste à venir dans cette épître. Paragraphe 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. » Comme si donc vous aviez une sorte de propriété originelle, de soi sur soi, qui aurait été rachetée par Dieu, probablement en échange de la résurrection. Comme si donc, encore une fois, il faudra aller regarder un peu de théologie, comme si donc Adam et Ève, avant le péché originel, étaient propriétaires d'eux-mêmes. En tout cas, la dépossession du corps par Dieu est assez claire et sera revendiquée par toute la doctrine catholique jusqu'à Pie XII, en 1954, donc millénaire après, qui réfléchissait à un problème assez intéressant dans une allocution au Congrès international des médecins à Rome en 1954. Il demande si les infirmiers peuvent prêter leur corps pour des expérimentations, volontairement, expérimentations pour la science. Et il dit, bon, effectivement, la doctrine catholique encourage le sacrifice pour le bien d'autrui. Vous êtes des gens que vous cherchez à soigner en faisant cela. Et donc, si c'était seulement ça le problème, faire le bien d'autrui, vous sacrifier, alors oui, 1000 fois oui, le catholicisme ne pourrait qu'encourager cette pratique. Expérimentation sur être vivant. Mais, continue Pie XII, dans ce cas, il s'agit de disposer d'un bien qui ne vous appartient pas. Et donc, vous n'avez pas ce choix. Car vous n'êtes, et je le cite, que l'usufruitier et non le possesseur indépendant et propriétaire de votre corps. Vous voyez que c'est assez clair. Et mon intuition, c'est que cette doctrine d'expropriation du corps, quand elle s'est sécularisée dans nos institutions civiles, a pris la forme de la notion de dignité humaine. Aujourd'hui, c'est au nom de la dignité humaine qu'on interdit un certain nombre de pratiques. Et qu'est-ce que cette dignité, sinon le principe judéo-chrétien de non-appartenance. C'est assez clair d'ailleurs dans... après, je vous promis j'arrête tout ça, mais c'est assez clair dans un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt fameux Morson-sur-Orge sur le lancer de nains, qui va aboutir, et là on est en plein dans le thème de peut-on se protéger contre soi-même, qui va aboutir à confirmer l'interdiction du lancer de nains au nom de la dignité de la personne humaine, et donc d'intégrer pour la première fois dans la jurisprudence française la dignité de la personne humaine comme un élément de l'ordre public. C'est-à-dire que le juge peut estimer votre propre dignité et donc interdire sur cette base un certain nombre de pratiques. Et comment le juge définit-il la dignité dans l'arrêt Morson-sur-Orge? Alors il n'en a qu'une seule définition, elle est très courte, ça lui semble évident, mais sa définition c'est que le nain devient un objet entre les mains des autres. Donc vous voyez bien que c'est sur le fondement du fait qu'il est un objet, donc c'est sur le fondement, et qu'il ne devrait pas l'être, c'est sur le fondement du fait que le corps ne devrait jamais être un objet, donc c'est sur le fondement de la non-patrimonialité qu'on définit la dignité humaine. Dans ce sens, ça a montré de manière un peu furtive que le Conseil d'État est le digne héritier de Saint Paul.
En revanche, on va dire, si on est radicalement moderne, et qu'on assume les principes de l'immanence absolue, pourrait-on faire l'hypothèse de la propriété de soi? Cette logique, c'était celle et donc la propriété donne la maîtrise pleine entière, donne l'usus, ça c'est le lancer de nain, donne le fructus, ça c'est le jamour, et donne l'abusus, ça c'est la possibilité par exemple de se faire cryogéniser. Et le premier à avoir, pourquoi je dis la logique de la modernité? Parce que le premier à avoir posé ce principe, qui était quand même justement qui allait contre tout l'héritage religieux à l'époque, c'est John Locke. Parce que Rothbard, pour le coup, a très bien remarqué, parce que c'est lui qui a contribué à remettre en valeur ce passage du second traité du gouvernement. John Locke explique que chaque individu a la propriété dans sa propre personne et que c'est quelque chose auquel personne d'autre n'a droit. Début du chapitre 6 sur la propriété. Vous voyez bien que d'abord la propriété est définie immédiatement comme un pouvoir d'exclure. C'est défini parce que les autres n'y ont pas droit. Et ensuite, c'est bien parce que je ne suis pas la propriété de Dieu que je peux devenir, qui était le début en fait du livre, que je peux devenir propriétaire de moi-même. Ce qui est intéressant chez Locke, c'est qu'il fait de cette propriété originelle, celle de soi sur soi, la raison d'être de la notion de propriété en général. C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai même le sentiment, pourquoi est-ce que j'ai l'instinct de pouvoir posséder des choses, pourquoi est-ce que je dis que les choses sont miennes, d'avant tout parce que je suis moi à moi-même, et que donc ce que je m'approprie par le travail, c'est-à-dire par finalement l'effort que je fais avec mon corps, eh bien je le transforme en une partie de moi. Et donc s'il existe une propriété des choses, c'est avant tout parce qu'il existe une propriété de soi, dans l'ordre logique. Vous connaissez sans doute, et donc c'est l'idée qu'on mixe le travail avec la nature, et que c'est dans ce mix où on introduit son propre corps, c'est-à-dire son travail, que l'on peut s'approprier, et que du coup il y a une légitimité à cette appropriation, et effectivement d'ailleurs il y a une légitimité à la constitution des inégalités de revenus. Vous connaissez sans doute l'exemple du gland, qui est assez marrant. Alors, quand est-ce que je possède un gland? Quand il y a un gland, je le mange. Quand est-ce que je le possède? Quand je le vois, quand je le prends, quand je le mange et que je le digère, que je le rejette. C'est quand je le prends, parce que c'est là que le travail est fourni. Donc c'est assez amusant parce que vous voyez que le raisonnement finalement est le même, mais à l'inverse, parce que pour saint Paul, je ne dois pas mixer mon corps, c'est-à-dire celui du Christ à la prostituée, alors qu'inversement pour Locke, c'est le mix de mon corps à la nature qui donne des sens à la propriété sur les objets extérieurs. Alors ce qui est chez Locke une simple succession logique, pourrait et devrait être analysé à l'aune de la phénoménologie, savoir est-ce que l'enfant s'approprie son corps, s'approprie son extérieur, et au niveau aussi de la doctrine juridique. Un professeur à Berkeley qui s'appelle Meher Cohen, et Harmful Souls, où il parle justement de cette frontière très poreuse entre le jeu et ce qu'on s'approprie, dans lequel on met quelque chose de nous-mêmes. C'est pour ça que la propriété est une valeur qui dépasse la valeur du marché, puisque cette propriété reflète l'identité. Je passe les exemples. Il y a un exemple que je trouve moi assez marrant, d'ailleurs il ne me donne pas parce que c'est un américain, c'est, vous savez qu'il y a qu'en français qu'on dit chez moi. C'est très étrange cette expression, c'est intraduisible. Chez moi ça voudrait dire by myself. Pourquoi on dit qu'on est chez soi? Comme si on était à l'intérieur de soi, si ce n'est parce qu'on a l'impression qu'en s'appropriant, en étant dans ce que dont on appelle le substrat matériel de la liberté, et on donne quelque chose, on a modelé notre propriété à l'image de nous-mêmes. Donc vous voyez que ces considérations ont évidemment un impact fort où doivent se mêler une réflexion sur le dualisme. Dans la doctrine de l'indisponibilité de la personne, il y a un clair dualisme entre la personne indisponible et puis ensuite le corps qui est l'objet hors commerce. Le corps est clairement un objet dont l'âme sujet serait propriétaire. Alors que dans l'hypothèse dans l'hypothèse dualiste, le corps est à la fois sacralisé et réifié, semble-t-il. Alors qu'en revanche, l'idée de la propriété de soi va permettre de retrouver une certaine unité du soi et de la conscience de soi. C'est d'ailleurs pas un hasard si le même Locke, sur le plan de la connaissance, a été le grand penseur des idées acquises. Donc de la porosité quand même entre la conscience et le corps. Bon, et ça c'est vraiment la chose de plus. Maintenant,
vous voyez, ça, c'est un peu l'émergence de la notion du point de vue un peu métaphysique. Maintenant, politiquement, qu'est-ce que ça donne? D'abord, il me semble que c'est une réponse qui pourrait être assez puissante à l'effondrement du juste naturalisme. Les droits dont nous jouissons aujourd'hui reposent quand même sur l'idée complètement dépassée que nous avons des droits naturels. Des droits innés, des droits inaliénables, qui est franchement une doctrine d'essence théologique et que la philosophie a dépassé depuis bien longtemps. Donc comment, dans un monde immanent, retrouver des droits, l'idée d'avoir des droits, il me semble que la propriété de soi donne une forme de fondement immanent à l'émergence des droits. Ça, c'est encore là. Et que, quelque part, cette self-ownership est très liée à l'égalité. Si je me possède moi-même, c'est que chacun se possède lui-même, voire même peut-être d'ailleurs les animaux. Et il me semble que cette notion permettra aussi d'envisager la question du droit des animaux et des articles. Et effectivement, politiquement, l'idée de cette self-ownership a été revendiquée par des gens qui étaient très attachés à l'égalité, parce que c'était les niveleurs. Avant John Locke s'est inspiré de Richard Overton, qui lui-même s'opposait à Cromwell pendant la guerre civile anglaise, qui était, leur nom l'indique, les voleurs des égalitaristes, qui prônaient l'égalité des droits, et qui prônaient l'égalité des droits au nom de la self-propriety, au nom de l'idée que je suis un individu jouissant de moi-même et de la propriété de moi-même. Et donc il y a un fort lien entre la propriété de soi, une forme d'égalité des droits et aussi de contractualisme. Parce que je peux m'ouvrir à moi-même, je l'échange avec les autres, que sur le fondement, dans ce cas, d'un échange de droits de propriété, et tout ça, c'est déjà dans Overton. Et après, politiquement, dans l'histoire des idées, il me semble que cette propriété de soi a pris deux directions assez différentes. Une avec beaucoup de guillemets à droite, que vous la retrouvez chez Adolphe Thiers, qui justifie ainsi les inégalités du capitalisme industriel du siècle. Mais vous la retrouvez aussi chez les left libertarians, comme Peter Valentine, qui utilisent la propriété de soi pour aller un peu plus loin que Locke, en disant certes qu'on s'approprie des choses extérieures à partir de soi-même, mais ces choses extérieures sont possédées en commun à l'origine, et donc certes qu'on se les approprie légitimement, mais en même temps on doit dédommager la collectivité pour ce que l'on retire de l'appartenance commune. Bon, peu importe, après c'est une discussion, mais ça va évidemment très naturellement dans son sens universel. Maintenant vous avez la question, vous avez sans doute, qui est quand même une première question qu'on peut se poser, de la vente de soi. Parce que je possède moi-même, je peux vendre l'esclavage. C'est une question d'ailleurs récurrente dans le libéralisme, qui avait déjà été traitée par John Stuart Mill. Il me semble que, d'abord, historiquement, c'est l'inverse qui s'est produit. Parce que les abolitionnistes anglais du XIXe siècle, avec Edward Tyler, ont condamné l'esclavage au nom précisément de la self-ownership. Edward Tyler, je cite, self-ownership is an original endowment of every human being, the nucleus around which his other rights gather. Donc, historiquement, la propriété de soi, elle a été précisément utilisée pour dire que si je suis propriétaire de moi-même, d'autres ne peuvent pas l'être. Et que donc l'esclavage est illégitime. Ensuite, vous pouvez tout à fait défendre théoriquement que même si on possède l'usage de son corps, le fait même de le posséder, c'est-à-dire l'acte même de self-ownership, reste lui inaliénable. On peut valider que ce n'est pas correct, précisément parce qu'il n'est pas un contrat, parce que le père a la liberté de contractualiser le limite lui aussi. Et j'aimerais, je ne sais pas trop où on est, mais vous voyez que c'est vraiment des extrémistes. J'ai conclu en disant qu'il y a aussi une forme de morale qui découle de tout ça. Que j'ai trouvé, c'est d'ailleurs un peu ce texte qui m'a mis la puce à l'oreille sur cette recherche, chez Foucault, quand il analyse le soin de soi, le courasouille chez les stoïciens, c'est une histoire de la sexualité.
Il dit, voilà, chez les stoïciens, le but de la morale, c'est quelque part de s'approprier soi-même, contrôler son corps, il y a l'extériorité, de contrôler son existence sociale, il y a la pratique de pauvreté volontaire, d'autres, de contrôler son esprit, de contrôler les représentations, bref, de se forger une forme d'autonomie vis-à-vis des influences, sentiments, du peuple qui viennent de l'extérieur. Et Foucault dit et de construire ainsi une forme de personnalité plus dense. Et Foucault dit, je le cite, sans s'étendre là-dessus, ce rapport à soi est pensé sur le modèle juridique de la possession. On est à soi, on est sien, on ne relève que de soi-même, on est soumis juris. On exerce sur soi un pouvoir que rien ne limite ni ne menace, on détient la potestas sui. Donc il dit, c'est très intéressant, il dit ce rapport de soi à soi moral, c'est-à-dire cette exigence d'appropriation de soi, est pensé sur le modèle juridique de la possession. Mais il n'en dit pas plus. Et quelque part, c'est cette phrase-là de Foucault que j'aimerais détricoter et comprendre d'abord ce qu'il en était justement en droit romain, et comment on peut aujourd'hui justement réintroduire le modèle juridique de la possession dans le rapport de soi à soi. Et cette appropriation du corps, après, peut sans doute avoir aussi des déclinaisons sociologiques, le tatouage, l'automutilation, la fluidité sexuelle, sont autant de manières de se définir soi-même, de s'approprier soi-même. La même concept, de manière très vitale. Et naturellement, poser un tel concept aurait des conséquences politiques publiques importantes, sans même parler de la constitution. À mon sens, il y a un énorme sujet, vous l'avez dit au début, sur les data et sur les technologies. Alors, juste en 2 mots, vous savez peut-être que Sylvain que je dirige a commis un rapport sur la propriété privée des données personnelles. Et la première réaction de la présidente de la CNIL, à l'exposition de ce sujet, a été de dire, vous vous rendez compte, c'est un peu ce que vous dites, on va finir par vendre son vin. Parce que les juristes du Conseil d'État, l'administration de la CNIL, considèrent que la data est l'émanation de soi, et que donc marchandiser, entre guillemets, sa data, ce serait se marchandiser soi-même. Alors, bon, d'abord un déni économique, c'est que les data sont déjà dans le commerce, on peut vous voyez que c'est exactement la même démarche que l'amour face à ses propres cellules. Mais c'est aussi une objection de fond qui est en fait valide. Quelque part, pour dire que mes data sont à moi, il faut déjà avoir posé. Si on fait des data un capital, je suis à moi-même mon propre capital. Alors, Foucault utilisait dans un autre texte le néolibéralisme comme le fait de devenir l'entreprise de soi-même, c'est-à-dire de devenir à soi-même son capital. Quelque part, évidemment, qui est l'histoire et comme ça. Donc voilà, il y a ça sur les data, et puis sur les bibliothèques, et notamment à l'explication qu'avait fait aux États-Unis, quand il y a eu le Cour suprême, les juges peuvent exprimer leur dissent. Donc il y avait eu le célèbre dissent, membre de la Cour suprême de Californie, qui s'appelait Moss, et qui n'était pas d'accord et qui pensait que le monde devait pouvoir placer un droit de propriété sur ses cellules, d'abord parce que d'autres lui fait avec, ça c'est la question du monopolie. Ensuite, parce que l'unicité du matériel n'est pas la question, comment dire, c'est pas parce que ma data ou ma cellule est banale, qu'elle est similaire à l'autre, on ne peut pas la protéger, c'est-à-dire exclure d'autres de son usage. Ça, Roland Péola, ça peut faire. Et enfin, parce que le concept de propriété est abstrait. Le concept de propriété est une invention de l'esprit humain, un bundle of rights. Et donc, rien ne nous interdit, au fur et à mesure que les technologies progressent, de l'étendre. Et me semble-t-il que la propriété de soi permet aussi de penser la limite de la technologie. Parce que quand vous êtes propriétaire de soi-même, encore une fois, d'autres ne le sont pas. Et donc, sur la question de la brutalité du vivant, sur la question de l'eugénisme libéral, ça peut aussi nous permettre d'interdire.
Voilà, pour conclure, je dirais que, en reprenant ce que vous disiez au début, à l'époque du dataïsme qui dissout l'individu dans le réseau, la propriété de soi devrait nous permettre de retrouver les moyens matériels, techniques, juridiques, de retrouver la maîtrise de la pleine possession de nous-mêmes. Merci Gaspard. Merci. Alors, on va prendre quelques Donc, Christophe doit partir à moins 5. Je sais. Donc, on a 7 minutes pour des questions. 1, 2, 1, 2. Question? Allô? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, c'est bon. Pas de questions, pas de remarques? Non? Bon, alors. Ah, ça, il y en a deux, il y en a trois. Ouais. Alors, qui... Je vois pas du tout là. Du coup, moi, je suis étudiante en psychologie. Du coup, c'est vrai que c'est un. Je vois pas, je vois pas. C'est pas très grave. Hein. Ah oui, une deuxième expliquée. Mais elle est dégagée. Okay. Chacun verrait. Je suis étudiante en psychologie, donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont particulièrement intéressants dans le cadre de mes études. Et c'est vrai que là, on a parlé d'un point de vue surtout sociétal. Pardon, on n'entend pas? J'ai rien entendu. Parce que apparemment, il n'y a pas de problème de micro. Ah, il faut vraiment que je m'assoie et tout l'antérieur. Ok. Bonjour. Bonjour. Ce que je disais, c'est que je suis en études de psychologie, donc c'est vrai que c'était des sujets qui sont vachement centrés dans ce que nous on apprend. Là, vous avez parlé surtout de faits, enfin d'un point de vue sociétal et philosophique en quelque sorte. Mais est-ce que, en fait, on peut du coup rapprocher le point de vue psychologique à toutes ces démarches sociétales au sens de par rapport à la loi, par rapport à parce que quand même dans la psychologie, c'est quand même le centre un peu les personnes qui se font du mal. Nous, c'est les prendre en charge, mais d'un point de vue juridique, comment on peut justement pouvoir faire pas face à ça, mais l'apprivoiser en quelque sorte. Voilà, je sais pas si c'était clair. Ok. J'ai pas tout entendu, mais je vais essayer de répondre à peu près. D'abord, c'est la psychologie elle-même. Ce que je signalais à un moment donné, c'est qu'effectivement, j'aimerais bien comprendre, et d'ailleurs, c'est la liste de référence, je sais qu'il y a eu des ouvrages de psychologie sur le doudou, sur pourquoi est-ce que l'enfant se reconnaît dans un doudou, pourquoi est-ce qu'il s'approprie précisément un doudou, pourquoi est-ce que le doudou devient un objet unique. Donc j'aimerais bien comprendre la relation entre la découverte de soi et de son propre corps par l'enfant et la relation de propriété qu'il engage avec le monde. J'aimerais bien comprendre ça d'un point de vue psychologique, aussi d'ailleurs d'un point de vue ethnologique, est-ce que c'est comme ça dans toutes les sociétés, est-ce que sociétés sans propriété qui existent, comment est-ce que l'individu se constitue, est-ce que précisément l'individu ne se constitue pas comme individu, parce qu'il n'y a pas de propriété, donc quelle est la relation entre l'exercice de la propriété sur soi et sur les choses, et la naissance de l'individualité, politique. D'ailleurs, Foucault, dans le Courasouille, dans son analyse des stoïciens, explique que c'est précisément cette appropriation de soi qui a permis de créer un sujet de droit politique qui peut s'engager ensuite dans l'élaboration de la norme et tout ça. Ensuite, il me semble qu'il y a un deuxième sujet dans la question que vous posiez, qui est, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, qui est, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où c'est légitime de prendre en charge des personnes particulièrement en détresse contre elles-mêmes, contre leur propre volonté. Et donc là, je pense que la question, mais j'en sais trop rien, mais il me semble que la question, c'est effectivement, à quel point des gens qui ne s'appartiennent pas vraiment à eux-mêmes ne viennent pas quelque part la propriété collective. Enfin, en tout cas, il y a pas un devoir justement de la collectivité. Bon, mais ça, c'est une vraie question. Ça, la réponse facile. Voilà. Justement, je me permets peut-être une intervention dans la continuité de ce qui vient d'être dit sur les personnes qui ne s'appartiennent plus elles-mêmes parce qu'elles... Oui. Donc pour ma part, je travaille actuellement dans une préfecture. Il y a un sujet sur lequel j'ai été amené à travailler récemment, c'est les soins psychiatriques sans consentement, justement, l'intervention de la force publique pour les personnes
qui sont dans cette situation. Et en fait, je me demande si une réponse à cette question qui vient d'être posée, ça pourrait pas être la protection de l'ordre public, à savoir le fait que l'État étant aussi là pour assurer la sécurité de tous, une personne qui n'est plus capable de discernement et qui devient donc un danger pour l'ordre public devrait légitimement pouvoir, au nom de la sécurité, se voir retirer ses droits de propriété sur elle-même au nom de la sécurité, qui est la première fonction de l'État. Oui, mais il me semble que quelque part, au nom de la sécurité, c'est facile, parce que ça, c'est ce qui justifie aussi l'existence d'un système pénal. Mais il me semble que dans le... Attendez, restez là, parce qu'il me semble que dans le cas que vous mentionnez, ça va au-delà, enfin, la justification va bien au-delà de l'exigence de sécurité, non? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en tutelle. Disons que dans la mesure où c'est quand même l'administration du ministère de l'Intérieur, le préfet qui s'en occupe, on voit qu'il y a quand même des liens assez forts avec la sécurité. Les policiers sont là du début à la fin pour assurer la sécurité des services de secours. C'est plutôt conçu comme étant une mesure de protection de l'ordre public qu'une mesure de... Ah oui, si c'est ça, c'est facile quelque part. Mais après, il y a une question plus subtile qui consiste à dire est-ce que quelqu'un qui n'est pas... alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Comment le juger de l'extérieur, pleinement propriétaire de lui-même? Dans quelle relation s'engage-t-il avec le reste de la société? J'ai lu un article sur le droit de self-ownership et droit des animaux qui basait cette relation, non pas sur la tutelle, mais sur le trust, comme sur le trust anglais, une sorte de propriété commune en fait, qui s'instaure. Voilà, c'est des belles questions qui montrent aussi à quel point ce sujet remet un peu tout en cause et qu'on doit réinterpréter l'ensemble de nos lois à la lumière de quelque chose d'assez beau. Ouais. J'ai une autre question. Encore une fois, je n'ai pas de réponse universelle. Alors très vite, il nous reste 2 minutes. Dernière question. Voilà, dernière question, parfait. Bonjour, juste moi j'ai une question. Vous avez parlé du traitement des données personnelles et notamment sur le fait que l'être humain ne s'appartient plus vraiment lui-même. Mais justement, il y a eu le RGPD qui a été ratifié par tous les États de l'Union européenne. Et en fait, moi je tends à soutenir que maintenant on a plus une relation contractuelle parce que le RGPD vise le consentement de la personne et plus tellement il est au cœur du traitement des données personnelles avec une protection spécifique pour les mineurs, justement parce qu'ils ne sont pas à même de prendre conscience des risques de la société et des réseaux sociaux notamment. Oui, alors, donc très facilement, le Conseil d'État lui-même, dans le rapport de 2014 qui a précédé le RGPD, le RGPD s'inspire largement, distingue le droit de la personne, comment il l'appelle exactement, le droit personnel, je crois, avec le droit patrimonial. Et il explique bien que la démarche de protection dans laquelle s'inscrit par exemple le RGPD, c'est la protection de la personne, c'est-à-dire qu'on donne des droits nouveaux au sujet. Et donc on ne lui donne absolument pas la possibilité, on lui donne la possibilité de cliquer peut-être en meilleure connaissance de cause sur les termes and conditions, mais on ne lui donne absolument pas la possibilité de les négocier. C'est-à-dire que ce n'est pas véritablement un contrat dans la mesure où on peut pas négocier les termes du contrat, on peut pas négocier ce contre quoi vous allez abandonner un certain nombre de vos data. À l'inverse, si on rentrait dans une logique patrimoniale, le Conseil d'État l'exclut de manière extrêmement explicite. À ce moment-là, certes, vous auriez aussi la possibilité de signer du contrat, mais vous auriez aussi la possibilité de les négocier, la possibilité d'être dédommagé financièrement pour les données que vous abandonnez, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est un cas qui illustre bien le fait que d'un côté, il y a une logique classique de protection de la personne, et que de l'autre côté, fondée sur un autre principe, qui est celle de la propriété de soi, il y aurait une logique patrimoniale qui ferait intervenir le droit des contrats. Voilà, donc ça illustre bien, je dis pas que je suis contre le RGPD d'ailleurs, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans, notamment la portabilité des data, qui est un instrument de concurrence intéressant, et qui a leur sens d'ailleurs, patrimonialisation future de la data. Mais simplement, la logique qui a été prise n'est pas du tout celle que je prône, et pour des raisons qui sont extrêmement claires dans la tête des gens qui l'ont fait. Pas du tout hasardeux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, pour moi, ce n'est qu'un début, ce sujet. Je compte bien le traiter dans les années qui viennent, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, et cette fois
en étant dans la même salle. Merci beaucoup Gaspard, pour votre plaisir Gaspard. Merci pour ton temps. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur les expériences de Gaspard dans le monde, un philosophe du pays de liberté, voilà, puis on parlera de la famille par contre. Ouais, à bientôt Gaspard. Salut.